BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et chaque jour, aux alentours de 16h20, on vous apporte des idées pour investir socialement responsable. Investir, par exemple, contre le réchauffement climatique dans des valeurs, si possible, prometteuses malgré tout. Pour l'investisseur qui sommeille peut-être en chacun de vous. Éric Blin nous rejoint, président de Chloé in the Sky. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Alors Chloé in the Sky, entreprise de conseil en investissement financier, vous proposez des portefeuilles boursiers à vos clients. Juste, première question. Pourquoi Chloé in the Sky ? D'où sort ce nom ? Ça a été, c'est un nom qui a été trouvé par une de mes associés. On est plusieurs associés. Et Chloé veut dire Choosing Hope and Low Carbon Economic. Donc choisir l'espoir pour l'économie bas carbone. Donc on est dans le thème donc. On est dans le thème et puis évidemment le In the Sky fait un peu référence à Lucy in the Sky des Beatles. En fait, on avait une volonté de faire référence à ces périodes des années 60-70 qui sont plutôt des périodes assez insouciantes, colorées, où le monde restait à conquérir, la Terre elle était solide, il fallait la conquérir, et ça contraste sans doute beaucoup avec notre période actuelle où on sent qu'on a tiré un petit peu sur la corde et que la Terre elle est fragile en fait. Chloé in the Sky, c'est le nom donc de cette société d'investissement et des portefeuilles boursiers dans les détails desquels on va rentrer dans un instant. Juste avant, il y a plusieurs chapelles dans l'investissement responsable. Il y a ceux qui privilégient les questions de lutte contre le réchauffement climatique, d'autres la biodiversité, d'autres plutôt le social. Il y en a qui choisissent d'exclure ceux qui ne sont pas des pure players, d'autres au contraire qui donnent leur chance à ceux qui tentent d'améliorer leurs pratiques. Vous êtes dans quelle chapelle, vous, chez Chloé in the Sky ? Alors, votre question, Guillaume, elle est intéressante parce qu'elle met en perspective un sujet. Il va falloir qu'on retrouve de la cohérence par rapport à tout ça. On voit bien que quand on parle d'économie durable, on a des thématiques en fait et des critères qui sont de plus en plus larges. On a des critères E, S et G, l'environnement, social et gouvernance. Et chacun de ces critères-là est composé de sous-critères qui sont assez compliqués. Par exemple, dans l'environnement, on peut retrouver des critères sur l'eau, sur la biodiversité ou sur le climat. Ces trois critères-là, ils sont complexes. Et tout ça, ça donne... on s'y perd un peu. Et globalement, on sent qu'on vit dans un monde avec des normes de plus en plus contraignantes. On peut faire un clin d'œil aux normes RSE des entreprises avec des obligations de reporting qui vont devenir de plus en plus fortes d'ici 2024. Et globalement, on n'a pas l'impression que tout va de mieux en mieux, ou tout va de plus mal en plus mal. Le climat. Donc on a l'impression qu'on complexifie sans parvenir à aller droit au but. Il y a un peu de ça quand même. On voit que le climat se détériore, la biodiversité, c'est pas ça. Et par exemple, quand on voit aussi que quand il y a des revendications sociales, elles semblent aussi de plus en plus dures. Donc il y a quand même une insatisfaction, un climat qui peut amener du greenwashing ou de l'éco-anxiété. Et vous, du coup, au milieu de toutes ces chapelles, vous proposez aux investisseurs, ceux qui vous font confiance, des portefeuilles boursiers dans des titres vifs. Voilà, investir dans des titres vifs alignés avec l'objectif de l'accord de Paris. C'est ça l'idée première. C'est exactement ça. C'est essayer justement d'y retrouver, de trouver de la clarté, de la cohérence par rapport à l'immensité de ces sujets et d'essayer d'aider l'épargnant à l'accompagner à partir du moment où il est engagé pour vivre dans un monde meilleur. Alors pour ça, on a créé des offres financières à partir de trois fondamentaux, de hiérarchisation des enjeux, d'objectifs carbone qui sont forts et mesurables, et aussi de transparence. Donc de hiérarchisation des enjeux, c'est assez simple. Si le climat s'emballe, ça risque d'avoir un impact sur toute notre économie. C'est du bon sens. Sans énergie, on ne peut rien construire. Notre croissance, elle a besoin d'énergie. Et la biodiversité, il faut bien comprendre que notre produit intérieur brut dépend à 50% de la nature. Donc si on n'est pas en capacité de maintenir notre biodiversité à un niveau acceptable, forcément, ça risque d'impacter notre économie. Mais je vous écoute, j'ai le sentiment que vous essayez de marier à la fois la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité et la poursuite d'un monde en croissance malgré tout. Alors, ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire on va être obligé de composer aussi avec un monde globalement qui est limité, c'est-à-dire qu'on a une croissance, c'est le rapport Meadows de 1972. Comment envisager la croissance dans un monde avec ses limites physiques ? En innovant.
Voilà. Non, je sais pas, c'est peut-être la seule réponse, je ne sais pas. Non. Alors, en fait, il y aura des vecteurs de croissance. On peut avoir des vecteurs de croissance. On peut aussi parler de résilience. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'économie, il y aura des entreprises qui vont être plus fortes parce qu'elles vont anticiper et intégrer les vrais sujets de demain. Les vrais sujets de demain, ça va être des sujets qui vont se concentrer notamment sur les sujets carbone. Et ça, c'est valable aussi bien qu'on soit climato-sceptique ou pas. C'est-à-dire que les entreprises de demain, elles vont être obligées de composer avec une énergie qui risque de coûter de plus en plus cher. Il va falloir être frugal, il va falloir être sobre. Et à partir du moment où ces entreprises arrivent à ces objectifs-là, elles vont pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et avoir un impact positif sur le climat et donc sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut apporter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à la radio, à la télé, BFM Business ou en replay éventuellement, des idées de valeur dans lesquelles vous croyez particulièrement parce que particulièrement alignées dans les objectifs de l'accord de Paris? Alors, il y en a, je peux vous en donner deux par exemple, enfin plusieurs. Il y a des sociétés comme Novozymes qui s'inscrit vraiment dans les entreprises qui innovent, qui déposent des brevets. Alors c'est une entreprise danoise spécialisée dans les enzymes. Donc le principe, c'est de remplacer l'utilisation dans l'industrie chimique, qui est assez énergivore et émettrice de gaz à effet de serre, de le remplacer par des composés enzymatiques qui vont permettre de faire la même chose en essayant de réduire son impact carbone. Donc ça, c'est vraiment de l'innovation. C'est coté en bourse. C'est coté en bourse, absolument. Oui. Et on a des exemples concrets comme d'autres sociétés comme Carbios, par exemple, qui recyclent le plastique grâce à des procédés enzymatiques. Donc là, c'est vraiment bénéfique. Il peut y avoir aussi une manière différente d'envisager de s'inscrire dans une économie bas carbone. C'est par exemple, on a une société dans le fret maritime, c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Mitsui Osk. Et une des manières qu'elle utilise pour réduire sa consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, vous savez ce que c'est, Guillaume ? Non, pas du tout. C'est de réduire la vitesse des bateaux. Ah oui. Réduire la vitesse des bateaux permet de réduire ses consommations d'énergie. C'est très intéressant. Et ces gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'à un moment, ralentir, ça peut être bénéfique pour réussir la transition énergétique. Des exemples de sociétés dans lesquelles vous proposez d'investir à travers ces portefeuilles boursiers, un groupe comme Total par exemple, Total Énergie avec un S à la fin, qui se diversifie malgré tout, même si c'est d'abord un acteur pétrolier. Vous seriez prêt à l'inclure ou vous commencez à y réfléchir ou c'est niette et c'est définitif? Alors non, on ne peut pas inclure une entreprise comme Total pour une raison, c'est qu'elle continue l'exploitation et la recherche de nouvelles sources d'hydrocarbures. Donc ça, on ne peut pas. Une entreprise pétrolière qui dit « j'arrête de faire des recherches de nouvelles sources d'énergie, d'hydrocarbures », je vis sur le stock présent et puis je suis en train de faire ma transition, pourquoi pas. Mais là, respecter les accords de Paris, c'est-à-dire réduire ces émissions de 5% par an avec Total Énergie, c'est pas possible. D'accord, mais par exemple, vous refusez d'investir dans le tourisme de masse. Sauf que le tourisme de masse, il permet à certains pays, aujourd'hui encore sous-développés, de s'enrichir et aux populations d'en bénéficier. Donc ESG sur le S de social, c'est pas si mauvais le tourisme de masse. Le tourisme de masse, c'est pas si mauvais. Par contre, est-ce que le tourisme de masse est un tourisme ou un modèle économique qui peut avoir un sens dans un monde qui est sous contrainte, notamment sous contrainte énergétique. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans des options de principe. Il y a des choses qui risquent de s'imposer à nous. On a dépassé les pics de production de pétrole conventionnel, le non conventionnel aussi. Donc la transition énergétique, c'est pas quelque chose qui est une option, ça va s'imposer aux entreprises. Donc le modèle économique à développer par les pays et doit prendre en compte ça. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est ma dernière question, que l'Europe est en train de perdre la main dans la course aux normes, créer le plus de normes possible, en tout cas imposer sa vision de la réglementation environnementale aux entreprises? Est-ce que l'Europe, SFDR, bat un peu de l'aile? Voilà. Est-ce que l'Europe est en train de perdre la main face au monde anglo-saxon? Ah, je crois pas. Il y a des grosses réflexions. En ce moment, on parle beaucoup de taxonomie européenne, etc. Donc on voit très bien qu'il y a une question de plus en plus prégnante en ce moment sur la dépendance énergétique des États. Donc là, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Il faut changer le braquet, il faut aller beaucoup plus vite, mais il y a des bonnes questions qui se posent et l'Europe a toutes ses chances, au contraire.
Éric Blin, président de Chloé in the Sky, donc société d'investissement, ancienne océanographe, c'est ça? Absolument. Et facteur d'orgue, j'ai lu. Absolument aussi. Oui, mais c'est un peu de la dentelle aussi. Constituer des portefeuilles boursiers, il faut aller dans la finesse, effectivement. Et donc, ces quelques valeurs que vous avez citées, pour vous tous qui nous écoutez à la radio, à la télé, le replay est à suivre sur notre site BFM Bourse. Merci d'être passé nous voir. Éric Blin, donc président de Chloé in the Sky. Merci Guillaume. Bon retour, le CAC 40, moins 0,27%. On se reconnecte à la séance du jour dans un instant, dans moins de 2 minutes. À tout de suite.